Madame, Monsieur, bonjour. Le Front National a-t-il encore un avenir? Avec quel programme? Quels leaders? Quels alliés? Alors que le congrès du FN se tient ce week-end à Lille, Edwige Diaz, conseillère régionale, et Jacques Colombier, député européen depuis un mois, sont les invités de dimanche en politique. Edwige Diaz, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Jacques Colombier, merci d'avoir accepté également notre invitation. Bonjour. Jacques Colombier, suite au décès d'Édouard Ferrand, début février, il y a un peu plus d'un mois, vous avez rejoint le Parlement européen. Vous êtes aujourd'hui député européen. Quelle est votre feuille de route? Écoutez, je suis député européen, en effet, dans une vaste maison au fonctionnement très technocratique, très administratif. Mais quoi qu'il en soit, je suis membre de la commission agricole et développement rural. C'est un thème du reste qui m'est cher et j'allais dire ma mission va être d'alerter, de défendre l'agriculture française sous les coups de butoir non seulement de la mondialisation mais aussi du président Macron qui se fait le chantre et défend un traité commercial et agricole, donc le Mercosur, qui, je le signale, va mettre en péril 80 000 emplois chez nos agriculteurs français et menace 25 000 exploitations. 25 000 exploitations, ce n'est pas moi qui le dis, c'est même la FNSEA, vous voyez. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron, j'allais dire, obéit aux ordres de l'Europe. Bon, je vois que vous avez déjà pris en main les dossiers européens. Vous qui avez souvent combattu l'Europe, vous retrouvez à Bruxelles. Est-ce que c'est quelque chose de particulier, voire problématique? Non, ce que quelquefois on nous dit, mais alors comment vous êtes député européen? Oui, mais on essaye de faire changer aussi de l'intérieur cette structure, je le répète, très technocratique. Nous avons grand espoir, du reste, qu'il puisse y avoir aux prochaines élections un basculement de majorité. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y a un mouvement européen qui se produit, un réveil des peuples, un réveil des nations, et vous le savez, notre vision, nous, n'est pas une Europe technocratique, c'est une Europe des nations souveraines, indépendantes, avec des coopérations. Ce sera le thème notamment du congrès qui a lieu en ce moment à Lille et qui a lieu tout le week-end à Lille. Edwige Diaz, c'est un choc des générations sur le plateau, nous l'avons assumé. Jacques Colombier, c'est une autre génération. Vous représentez la nouvelle génération du Front National, vous êtes conseillère régionale Nouvelle-Aquitaine. Le Front National est-il en crise aujourd'hui? En crise de croissance, oui. C'est votre sentiment? C'est pas le sentiment que peuvent avoir les Français après l'élection présidentielle? Non, mais là, je pense qu'on cède à la facilité. C'est vrai que dans la presse, on entend que le Front National ne va pas bien, que c'est l'hémorragie des adhérents, que Marine Le Pen n'est pas en forme. Moi, je conteste absolument cette théorie qui est un petit peu de la paresse intellectuelle même, pour travailler de l'intérieur. Moi, je me rends compte que le Front National va loin, que nous avons participé avec enthousiasme à cette refondation qui est nécessaire. Alors, elle est en cours, hein, c'est une refondation en cours à travers ce congrès. Concrètement, et pour parler de choses vraiment de terrain, de l'intérieur, que voulez-vous faire du Front National aujourd'hui? Un grand mouvement de rassemblement, puisqu'il est clair et net qu'aujourd'hui le clivage gauche-droite est complètement dépassé. Aujourd'hui, le clivage, ce sont les mondialistes incarnés par Macron face aux nationaux que nous représentons. Donc notre devoir, c'est de s'implanter, de s'allier et de gouverner. Est-ce que ce congrès est plus important que les autres? Mais oui, puisque c'est celui qui incarne l'ouverture que nous appelons de nos voeux, c'est celui qui nous fait changer de dimension. Nous sommes tournés vers l'avenir et nous fondons de grands espoirs suite à ce congrès. On va parler des alliances possibles, envisagées, sachant qu'il y en a déjà eu une lors de l'élection présidentielle avec Nicolas Dupont-Aignan. On va voir ce qui est possible. Jacques Colombier, le départ de Florian Philippot, est-ce ça a été un problème pour le Front National ou... C'est très marginal. J'ai vécu malheureusement la crise, une crise interne au Front National du temps de Bruno Maigret, qui était quand même d'une autre dimension. Non, là, c'est très marginal. Monsieur Philippot était arc-bouté sur le fait qu'il fallait sortir brutalement et de l'euro et de l'Europe, et il continue dans cette voie-là. Il a emmené avec lui 2 députés européens, quelques, c'est vrai, une vingtaine, je crois, conseillers régionaux. Bon, vous avez remarqué dès la première élection partielle où sa vice-présidente, Madame Monteil, était candidate et très implantée.
planté. Je m'en souviens tout à fait. Déjà à l'époque, eh bien, elle n'a pas réussi à faire 2%. Voilà, je crois que, vous savez, c'est la vie des mouvements politiques. Le mouvement politique, c'est un organe vivant. Donc, comme le disait Edwige, eh bien, il évolue. Alors, nous avons des temps un petit peu plus morts, si je puis dire. 2018 va être une année sans élection. C'est donc une année de refondation. Je suis tout à fait d'accord avec elle. Nous sommes de 2 générations différentes, vous l'avez précisé, et je ne m'en offusque pas, mais je veux dire, la vision est la même. Depuis que Marine Le Pen a pris les rênes du Front National, c'est-à-dire il y a 7 ans, nous avons été pratiquement en élection permanente. Nous avons accédé à des chiffres records que nous n'avions jamais atteints. Et je crois qu'aujourd'hui, il est nécessaire, non pas de faire une pause, mais de se poser les questions avec pragmatisme. La société évolue, le Front doit l'être aussi. Un parti est dans une structure mouvante, oui. En mouvement. Oui. Est-ce que Marine Le Pen, aujourd'hui, est toujours la personne la mieux placée pour continuer à aller prendre la tête du Front National et éventuellement porter les couleurs du Front National lors de la prochaine élection présidentielle? Oui, je le pense. Très, très sincèrement, je le pense. Du reste, je le pense comme, je crois, 86 ou 87% des adhérents et sympathisants et votants Front National. Je crois qu'elle a fait preuve d'endurance, de courage, de vision politique, et a fait du Front National quand même le premier mouvement d'opposition à Emmanuel Macron, parce que là aussi on nous chante sous tous les tons que la France insoumise, ou Monsieur Wauquiez pour prendre la tête de l'opposition. Moi je remarque qu'ils sont totalement inaudibles actuellement. Monsieur Mélenchon a fait un peu de politique spectacle, très bien, pendant les premiers mois. Monsieur Wauquiez a extrêmement de difficultés, je crois, à tenir sa maison, voilà. Et nous, le Front National, nous continuons avec une présidente qui est incontestée chez nous. Alors, on va revenir justement sur l'image de Marine Le Pen. Nous avons demandé à Jean Petot, politologue à Sciences Po Bordeaux, d'analyser l'image de Marine Le Pen après l'élection présidentielle de 2017. On écoute Jean Petot. Beaucoup plus ennuyeux, à mon sens, pour elle, c'est la décrédibilisation ou l'affaiblissement de son image de chef, telle qu'elle est ressortie de la présidentielle, et en particulier de la séquence calamiteuse de l'entre-deux tours. Et là, on voit bien que dans un parti où le culte du chef est quand même un élément très fort dans l'adhésion, elle a, je crois, généré beaucoup de déceptions. Et qui dit déception, dans ce genre de structure qui fonctionne un petit peu sur un mode un peu presque ethno-anthropologique, où le chef est celui qui est admiré charismatiquement parlant, mais qui apporte aussi des possibilités de carrière individuelle, et dit perte de confiance. Et qui dit perte de confiance dit bien sûr éventuellement la question du remplacement se pose. Edwige Diaz, vous venez d'entendre Jean Petot. Est-ce que vous partagez son analyse? Absolument pas. Marine Le Pen est donc incontestée parmi les sympathisants et les adhérents du Front National. C'est notre meilleur atout pour grandir. Je veux dire, on applique la méthode Coué, là. C'est pas parce qu'on va répéter 10 000 fois la même chose que ça va se produire. Il faut pas prendre ses rêves pour ses réalités. On part d'un principe que le débat a été calamiteux. Écoutez, moi je réfute ce principe. Marine a reconnu qu'elle avait raté un rendez-vous avec les Français, d'accord, mais en attendant, elle a fait une excellente campagne. On se souvient des événements comme Whirlpool, par exemple. Et moi, ce que je me souviens du débat, c'est que Marine avait annoncé la submersion migratoire que nous subissons. Elle avait annoncé la condition catastrophique qui attend les agriculteurs. Elle avait annoncé le mécontentement des policiers. Elle avait annoncé que la CSG serait un coup très dur porté aux retraités. Donc moi, je vois le débat et le charisme de Marine d'un tout autre point de vue. Alors on va voir un sondage qui a été publié cette semaine. C'est un sondage Kantar Sofres Le Point qui montre que l'image de Marine Le Pen s'est dégradée, est abîmée depuis la présidentielle. 30% des personnes interrogées pensent qu'elle peut rassembler au-delà de son camp. 30% seulement, j'ai envie de dire. C'est 12 points de moins que lors du dernier sondage il y a un an. Jacques Colombier, pourquoi cette chute ? Écoutez, j'aimerais qu'on replace ce sondage un peu dans le contexte.
je trouve un peu curieux. Bon, vous me direz, c'est l'actualité. Le congrès se déroule actuellement. Mais comme par hasard, ce sondage tombe à quelques jours avant un congrès qui, en effet, est extrêmement important. Oui, forcément. Bien sûr. Écoutez, moi, savoir où on est le Front National à la veille du congrès, c'est assez légitime. Bien sûr, bien sûr. Mais non, même pour vos militants, même pour vous élus. Oui, mais non, moi, je pense, Edwige le disait, notre présidente est incontestée chez nous, c'est notre atout, c'est une femme d'expérience, et de plus, je crois que l'avenir, je vois le titre de votre émission, le Front National a-t-il un avenir? Je crois qu'il a un avenir, un grand avenir devant lui, car je parlais de deux ou des oppositions, elles sont inaudibles et elles n'arrivent pas à se structurer. Et deuxièmement, l'avenir, regardez ce grand mouvement européen qui se passe les élections en Italie, l'Autriche. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, la France y arrivera sans doute. Alors on va revenir, je veux juste qu'on voit un deuxième point de ce sondage, on va revenir ensuite sur votre programme. 22% des personnes interrogées envisagent de voter Front National à l'avenir. 22%, c'est 7 points de moins qu'en février 2017. Oui. Là encore, pourquoi cette chute? Écoutez, est-ce que là, ce n'est pas également l'effet débat d'entre-deux tours? Est-ce que ce n'est pas l'échec de Marine Le Pen? Écoutez, moi je constate qu'on est quand même dans un contexte hors élection, hors dynamique, de la dynamique d'élection. Actuellement, les gens n'envisagent pas donc de voter, ne voient pas l'importance de se déplacer dans les urnes. Et vous savez, rien n'est écrit d'avance. Il peut très bien avoir en effet un trou d'air de temps en temps sur tel ou tel mouvement politique. Et je rappelle quand même que M. Mitterrand s'est présenté 3 fois à l'élection présidentielle avant d'être élu, ou M. Chirac 2 fois. Donc j'allais dire, nous sommes même encore dans les clous, vous voyez, de la politique. Non, moi je pense que l'avenir est là, nous sommes structurés, nous avons des fédérations qui sont tenues dans toute la France, et bien que je ne sois plus le secrétaire fédéral départemental, moi j'ai pu remarquer, est-ce que c'est le confirmera. Madame Diaz, qui est désormais oui, c'est elle qui est maintenant, qui a tout à fait en main cette fédération. Nous n'avons pas remarqué d'hémorragie, de cartes, d'adhésion. Alors pas d'hémorragie. Pour autant, si à un moment donné vous voulez passer un cap et casser ce plafond de verre qu'on attend annoncer, quels doivent être les changements dans les programmes ou les alliances selon vous, Edwige Diaz? Mais nous tendons la main à tous les nationaux, tous ceux qui ont la France chevillée au cœur, tous ceux qui refusent le modèle mondialiste et européiste d'Emmanuel Macron. Et donc c'est pour ça que nous avons encore de grandes marges de progression. Nous pourrions nous contenter des 35% que nous avons recueillis à l'élection présidentielle, score historique. Mais ce que nous voulons, c'est continuer à nous ouvrir, continuer à nous perfectionner pour demain atteindre les 50%. Alors, dans ce cas, de rappeler que nous sommes actuellement en sondage, puisqu'on parle du sondage, à 17% pour les prochaines élections européennes. C'est exactement le même cas de figure qu'aux dernières élections européennes. Nous étions à 17% un an avant, nous en avons fait 25 et nous sommes sortis premiers de ces élections. Donc je pense que là, il n'y a pas trop d'inquiétude à se faire. Je pense que le Front National colle tout à fait à la réalité et aux aspirations des Français, car je pense que M. Macron a mangé son pain blanc. Et les gens maintenant se rendent compte de plus en plus qu'avec Emmanuel Macron, c'est et de l'austérité, et des taxes, et de la CSG, et voilà. On parlait alliance, vous parliez alliance. Nous sommes allés voir Madame Sonia Colmin, qui est conseillère départementale de Gironde, qui d'ailleurs a été élue à l'époque sous l'étiquette Front National et qui a rejoint ensuite Debout la France. Nous lui avons demandé si justement une alliance était envisageable avec le Front National. On l'écoute. Ça a été donc un choix de deuxième tour. Mais je pense qu'avant de partir sur une collaboration future, d'ailleurs ce n'est pas à moi à répondre, c'est à notre dirigeant, c'est à notre leader, Nicolas Dupont-Aignan. Je pense surtout qu'il faut avoir en tête le projet commun pour justement changer cette mauvaise Europe. Et donc ça, nous devons travailler ensemble. Quand vous dites ensemble, c'est avec le Front National? Pas uniquement, avec les Républicains, avec le Front National, avec tous ceux qui veulent sauver le pays, le redresser tout du moins.
Jacques Colombier, vous partagez l'analyse de Mme Coleman? Écoutez, je la partage en partie, mais quand j'entends cette dame dire qu'elle serait prête à s'allier aux Républicains, je rappelle quand même, pour changer l'Europe, je rappelle quand même qu'au Parlement européen, le groupe PPE, disons le groupe grosso modo de droite, dont les Républicains font partie, vote absolument tous les dossiers, tous les accords commerciaux et tout le fonctionnement de cette Europe technocratique. Donc je ne pense pas que... Voilà. Maintenant, en revanche, nous constatons aujourd'hui, je pense même dans les fédérations, même dans les conseils régionaux ou départementaux, je ne dirais pas un rapprochement, mais une identité de vue sur un grand nombre de problèmes de la part soit d'élus locaux républicains ou autres, et puis surtout d'électeurs. Et vous, est-ce que vous êtes prêt à un accord avec les Républicains? Ah, écoutez, je dirais non. Pas avec l'état-major, si je puis dire, républicain, à partir du moment où il continue à faire une politique qui est tout à fait contraire à la vision que nous avons et de l'Europe et de notre pays. Car ils ont un discours ici en France et ils votent totalement différent à Bruxelles. Or, on sait malheureusement le poids de Bruxelles sur les lois françaises. Donc je pense qu'en revanche, avec M. Dupont-Aignan, bien entendu, nous avons déjà fait la preuve qu'une alliance était possible, qu'un accord était possible. Vous estimez que cette alliance a été un succès? Vous estimez qu'il y a eu une bonne base? Ou est-ce que vous n'êtes pas ressorti de cette alliance un peu ce fameux plafond vert où l'on disait qu'aucune alliance n'était possible, que nous étions les parias, si l'on peut dire, de la République, eh bien nous avons démontré le contraire. Et aujourd'hui, un grand nombre d'électeurs, moi je crois que le changement ne se fera pas au niveau des états-majors, il se fera au niveau de la base, peu à peu, des électorats qui se rapprochent de plus en plus et qui ont des vues de plus en plus identiques et je veux dire d'évidence vu la gravité de la situation. Jacques Colombier, puisque je reviens vers vous, Edith, puisque on parle de l'Europe, vous êtes aujourd'hui député européen, Bruxelles accuse le Front National d'avoir payé 29 salariés du mouvement, du FN, installés à Paris, mais payés par le Parlement européen au titre d'assistants parlementaires. Marine Le Pen, d'ailleurs, a été mise en examen pour abus de confiance. Le FN aurait-il les mêmes défauts que les autres partis? Écoutez, que vous avez longtemps condamné. Toute structure humaine peut avoir des défauts. C'est toujours perfectible. Moi, ce que je constate, il y a pour chaque député européen des assistants, des attachés accrédités, c'est-à-dire à Bruxelles même, qui sont à Bruxelles ou à Strasbourg, qui travaillent au plus près du député. Puis vous avez des assistants locaux qui sont dans les circonscriptions électorales dans tous les pays donc d'Europe. On ne peut quand même pas interdire à un assistant local. Moi, j'en ai pas encore. Vous ne voulez pas reconnaître, là, il y a peut-être eu un manque de transparence dans la vie politique que l'on a beaucoup condamné au niveau du Parlement français d'ailleurs. On ne peut pas reprocher à un assistant local de pouvoir militer ou de faire de la politique par ailleurs. Vous estimez qu'il n'y a pas eu d'erreur de la part du Front National? Non, mais ce que je constate en revanche, c'est très curieux le silence assourdissant et même, j'allais dire, le non-commencement de l'affaire du Modem. Monsieur Bayrou, Madame de Charnez et Madame Goulard, des ministres de la République, ont été obligés de démissionner parce qu'au Modem, il y avait des problèmes d'assistants. Il paraîtrait que le juge n'a même pas encore été nommé. Alors, les deux poids, deux mesures, voilà, je pense que nos adversaires politiques... Enfin, vous êtes d'accord pour dire que ce serait probablement mieux s'il y avait plus de transparence aujourd'hui, des règles plus claires? Vous qui êtes député européen, votre assistant parlementaire, par exemple, est payé par les fonds européens aujourd'hui, travaille où? Avec vous, à Bruxelles? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait, absolument. Hein. Marine Le Pen, est en congrès ce week-end à Lille, on l'a dit. Actuellement. Les militants ont décidé d'un changement de nom. On ne sait pas encore quel sera le nom du parti. Ce sera décidé ce dimanche après-midi. Quel est votre sentiment, Edith? Est-ce que vous partagiez cette envie de changer de nom? Oui. Je pense que c'est nécessaire. Comme je vous disais, nous aspirons à être un grand parti de rassemblement. Je vais me permettre de revenir sur ce qu'on disait sur les Républicains. Moi, je pense que les Républicains, le parti Les Républicains est en pleine fracture entre son état-major et sa base. Je pense que le rassemblement se fera par la base. J'ai confiance dans le bon sens. Et donc, oui, le changement de nom s'avère nécessaire. Si vous aviez une proposition à faire?
Moi, j'ai déjà fait, mais c'était dans le questionnaire, puisque j'ai été consultée comme les 51 000 adhérents. Quelle était votre idée? Non, je la garde pour moi, je veux pas influencer. Vous partagez cet avis? Changer de nom? Moi, j'étais assez partagé. Vous me direz, changement de génération, n'est-ce pas? J'étais assez partagé, d'autant que Marine Le Pen continue à être notre présidente, et c'est tant mieux. Mais, j'allais dire, j'avais déjà répondu à la presse il y a 1 an ou 1 an et demi, quand l'idée avait commencé à être lancée, en disant, moi, j'en fais pas un casus belli. Vous savez, un parti politique comme un nom, est un instrument. Ce qui compte, c'est le contenu. À partir du moment où nous continuons à défendre le même programme que nous allons moderniser, si je puis dire. Vous ne voulez pas nous donner une proposition de nom? Parce que le temps passe vite, il faut qu'on aborde d'autres dossiers. Non, très honnêtement, je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Non, je ne peux pas vraiment vous le dire là. Edwige Diaz, vous représentez, on l'a dit déjà sur ce plateau, la nouvelle génération du Front National. Comme Marion Maréchal Le Pen, j'ai envie de dire, l'avenir du Front National, c'est Marine Le Pen ou c'est Marion Le Pen? Marion n'a pas fait part de son souhait de revenir au Front National. Elle a décidé. Non, mais en politique, oui, un peu. On l'a vu à Washington il n'y a pas très longtemps, faire un discours assez marquant et remarqué. Elle se consacre à son projet professionnel. Elle a décidé de faire de la métapolitique. Nous, tout ce qui va dans le sens de nos idées, forcément, on accueille ça avec enthousiasme. Voilà, c'est un autre créneau. Vous souhaitez, Jacques Colombier, que Marion Maréchal Le Pen revienne en politique? Écoutez, moi je pense qu'elle a toute sa place au Front National. C'est une jeune femme intelligente qui a le sens. Est-ce que c'est elle qui prendra le relais après Marine Le Pen? Le jour où Marine Le Pen le déciderait, ou alors le jour où le mouvement ne réélirait pas Marine Le Pen. Le jour où les militants le décideront peut-être. Oui, voilà, non mais absolument, puisque c'est maintenant l'élection. Au Front National. Écoutez, je pense que nous avons. Non, mais contrairement à ce que l'on peut croire, nous avons un fonctionnement assez démocratique. Je crois que le questionnaire en est une preuve, et la proposition de nom que fera cet après-midi donc au Congrès Marine Le Pen s'arrêtera là. Après, ce seront les militants et notre présidente a du reste précisé que si les militants décidaient de ne pas changer de nom, eh bien on ne changerait pas de nom. Le temps passe vite, il faut qu'on aborde les dossiers régionaux qui sont très importants également cette semaine. Emmanuel Macron était à Agen mardi dernier à l'École nationale d'administration pénitentiaire et il est venu annoncer quelques réformes concernant justement les peines de prison. On écoute Emmanuel Macron. Les peines inférieures ou égales à 1 mois seront proscrites. Elles seront proscrites parce qu'elles ne servent à rien, si ce n'est à produire des effets contraires à ce qui est recherché. Elles ne permettent aucun contrôle, et vous le savez très bien, elles ne permettent aucun suivi, et nous ne pouvons plus nous permettre une justice symbolique. Nous voulons tous une justice efficace. Une justice efficace. Edwige Diaz, vous partagez l'analyse du président de la République sur cette décision de supprimer les petites peines? Ça, c'est une tautologie. On veut tous des réformes efficaces, mais là, ce ne sont pas des réformes qu'ils proposent, ce sont des mesurettes. Si on veut vraiment s'attarder sur le problème des prisons, on a bien vu que les agents pénitentiaires avaient manifesté il y a quelques semaines. Ce que les agents pénitentiaires demandent, c'est l'arrêt de la surpopulation carcérale. Nous, on a une mesure simple pour arrêter la surpopulation carcérale. Il y a 15 000 étrangers qui sont emprisonnés aux frais de la République dans les prisons françaises. Écoutez, commençons par expulser les délinquants étrangers, ça réglera déjà une bonne partie du problème. Vous imaginez cette mesure-là, si Marine Le Pen était présidente de la République, une mesure réalisable? Évidemment, c'était dans notre programme et ça l'était depuis plusieurs années. Donc écoutez, continuons dans ce sens-là. De toute façon, c'est ce que les agents pénitentiaires réclament. Autre dossier important cette semaine, l'entreprise Ford de Blanquefort. Les salariés Ford de Blanquefort ont manifesté vendredi, encore cette semaine, pour réclamer du soutien, le maintien des emplois sur place. Vous êtes tous les deux des conseillers régionaux. Est-ce que les élus ont été, est-ce que les administrations, est-ce que les collectivités territoriales ont été défaillantes sur ce dossier? Non, je ne pense pas. Non seulement elles n'ont pas été défaillantes, mais elles ont perfusé, si je puis dire, à coups de millions d'euros pour retarder cet instant fatal. Je crois qu'il y a un premier constat. Ford, comme souvent bien des usines, qu'elles soient dans le secteur automobile ou autre, est la proie de cette philosophie économique mondialiste qui fait que c'est le profit avant tout. Une usine est de moins en moins rentable, eh bien on la bazarde. Et on bazarde 900 personnes, donc 900 familles. Jacques Colombier, à ce stade, comment est-ce que vous pouvez aider, vous élus, aider les salariés de Ford Blanquefort? Écoutez, moi je crois qu'il faut d'abord faire pression, si cela est possible, de façon à ce que Ford continue.
que ça soit avec la boîte de vitesse à 6 vitesses, on parle même de 8 vitesses, et deuxièmement, tout faire, si ce n'était pas le cas, pour qu'un repreneur puisse venir... Vous avez des pistes aujourd'hui, à ce stade? Écoutez, est-ce que le Conseil régional a des pistes? Nous, au Front National, non, mais on parle d'une piste d'un repreneur allemand, c'est la presse, du reste, qui s'en est fait l'écho. Je crois qu'il faut d'abord, de toute façon, mettre au pied du mur Ford Amérique, États-Unis, de façon à ce que s'il devait vraiment définitivement quitter le site, il le quitte avec, j'allais dire, des crédits et des précautions vis-à-vis du personnel. Il nous reste 1 minute 30 dans cette émission. Edwige Diaz, autre dossier particulièrement étudié au niveau du Conseil régional, la réforme de la SNCF et surtout le développement éventuel de la ligne LGV. La ligne LGV arrive à Bordeaux, on le sait tous. Est-ce qu'il faut encore espérer croire un développement au-delà de Bordeaux et vers le sud, vers le Pays Basque ou vers Toulouse? Est-ce que c'est crédible? Est-ce que c'est possible? Je vais revenir un petit instant sur Ford. Moi, ce que je Vraiment constate, c'est que les collectivités pleurent sur le lait renversé. Elles ont un double langage. Elles ont toutes appelé à soutenir Emmanuel Macron. Et ce que je constate, c'est qu'Emmanuel Macron était le premier à aller inaugurer l'usine Renault en Algérie. Donc on commence par appliquer le patriotisme économique. Ça sera déjà une bonne solution. Il nous reste vraiment très peu de temps. Ce point est très important. Est-ce que vous défendez, vous, en tant qu'élu Front National, le développement de la ligne LGV au-delà de Bordeaux? Non, moi ce que je défends avant tout, c'est le rétablissement, la restructuration et surtout le maintien des lignes locales, notamment des lignes TER. Et quand on lit le rapport Spinetta, la LGV, je veux dire que LGV s'arrête à Bordeaux. C'est pas la priorité. Jacques Colombier, vous partagez aussi? 9,5 milliards, oui, je partage cette analyse. Il y a des moyens en France de faire ce genre de développement. Très bien, la LGV, mais dans ce cas-là, que ce soit avec des crédits européens et des crédits d'État. Mais un conseil régional, justement, une région... vous qui êtes député européen, vous pensez que l'Europe peut intervenir de manière substantielle et apporter une aide importante? Elle serait pour une fois assez utile et non pas pondre des décrets et des directives très technocratiques. Voilà, l'Europe, oui, puisque ce serait en plus une ligne, j'allais dire, transnationale allant vers les pays ibériques, trans-européennes, et bien que l'Europe mette la main à la poche. Edwige Diaz, Jacques Colombier, merci d'avoir accepté l'invitation de Dimanche en politique. C'est la fin de cette émission. Dans quelques instants, vous retrouvez Francis Letellier pour la suite de Dimanche en politique. Excellent après-midi. Merci.